Merci beaucoup. Merci à tous d'être avec nous. Je suis Patrick Abadi, président et fondateur du cabinet Delville Management. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien, Delville Management, faisons du management de transition. Environ 150 missions en cours actuellement sur des durées moyennes de mission d'environ 8 mois. Et donc, c'est 240 missions qui auront démarré cette année en 2023. On est pure player du management de notre transition et on fait ça depuis 13 ans maintenant, depuis 2010. On est une cinquantaine de personnes dans le cabinet qui suivons les missions, qui vendons et suivons les missions. On ne fait pas les missions, comme vous le savez certainement tous. Et on fait ça depuis Paris, Lyon, Lille, Nantes, Toulouse et Munich en Allemagne. Également, ce qui nous vaut de respecter l'heure et de commencer à 8h31 ce webinaire. 8h31 à 00. Aujourd'hui, on va parler de RSE, RSE au sein de la Delville Academy. Je laisserai la parole à Delphine après pour nous présenter ce qu'est la Delville Academy. Le RSE, c'est très important pour nous. On a même annoncé il y a quelques semaines que nous souhaitions être le cabinet engagé, le cabinet de management de transition engagé. Engagé parce que dans le RSE, il y a le S de sociétal, suite à notre engagement dans sport dans la ville, et plus précisément entrepreneur dans la ville, dont certains doivent connaître l'existence. RSE ou le S de sociétal toujours pour la parité qui est présente dans notre cabinet, pour l'actionnariat salarié qu'on a mis en place il y a 2-3 ans, et pour notre soutien, par exemple, à la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Et puis le E également, parce que nous avons fait très récemment, nous sommes en train de faire notre bilan carbone, on a une bonne notation Ecovadis et que nous sommes le premier cabinet aussi à avoir décidé, et c'est une décision de tout le cabinet, de proposer à nos managers de transition d'assister à la fresque du climat. Et si certains ont déjà vécu la fresque du climat, et ben on leur proposera de faire les autres fresques de la biodiversité ou du numérique, etc., etc. Voilà, donc on a organisé ça parce qu'on y croit et on a organisé ça parce qu'on est dedans. Voilà. Je laisserai la parole à Delphine Philippe, qui est dans la salle à côté de moi et qui est responsable du club Delville. Delphine. Merci Patrick. Bonjour à tous. Merci d'être si nombreux ce matin. Le compteur monte, 370 inscrits. Donc, au sein de Delville Management, nous avons un club de décideurs, le club Delville, qui est constitué d'experts, de cadres dirigeants. Et nous nous sommes dit que ce serait probablement une bonne idée que de proposer aux membres du club Delville de venir partager leurs expertises auprès de notre écosystème dont vous faites partie. Et c'est donc ainsi qu'est née la Delville Academy. Donc, nous lançons donc aujourd'hui la première Delville Academy. Et nous avons le plaisir de recevoir quatre intervenants de grande qualité. Karine Delière, présidente de Global System, une société en stratégie RSE. Karine est également secrétaire générale du fonds Agir pour l'emploi du groupe EDF. Nous accueillons également trois avocats. Maric Granier-Guimard, avocat associé en droit social chez MGG Légal. Audrey Wendling, avocat associé en droit des sociétés chez Archer. Et Anthony Emorine, avocat en droit public et de l'environnement chez Boivin et Associés. Donc, nos quatre intervenants vont nous parler de la RSE sous les prismes du droit des sociétés, du droit de l'environnement, de la compliance et du droit social. Le domaine juridique prend en effet de plus en plus d'ampleur sur le sujet RSE et c'est donc assez novateur d'en parler aujourd'hui. Et nos quatre intervenants forment une équipe, ils ont l'habitude de travailler ensemble et ils produisent régulièrement des rapports d'audit et de RSE en entreprise. Donc, cette présentation va durer 30 minutes et ensuite, nous répondrons bien entendu à vos questions que vous pouvez poser dans la partie Q&R en bas ou en haut de votre écran. Voilà, je laisse maintenant la parole à Karine Delière.
Juste avant de démarrer, Delphine, comment la Delville Oui. Academy, c'est toutes les 2, 3 semaines? Voilà, exactement. Donc, je vous invite à nous suivre sur LinkedIn et nous annoncerons la prochaine Delville Academy sur LinkedIn. Et on mettra un lien et vous aurez la possibilité de vous inscrire. Voilà. Merci pour cette précision. Bonjour à tous et merci à la Delville Academy de nous accueillir. Alors, juste avant mon propos introductif, pourquoi est-ce qu'on a souhaité monter cette entreprise Global System après avoir négocié l'accord mondial RSE du groupe EDF? Le constat que j'ai fait, c'est qu'aujourd'hui, dans les grandes entreprises, mais même dans les plus petites, la RSE, on l'aborde soit par le biais de la communication, la direction de la communication, soit par le biais de la direction ressources humaines, éventuellement par la direction développement durable quand elle existe, mais que finalement, le champ de contraintes de cette RSE était en train de se développer dans toutes les entreprises et que finalement, le droit de l'environnement, le droit des sociétés et le droit social, tout cela constituait un ensemble d'une quarantaine de textes qui en fait pouvaient devenir des freins au développement de cette responsabilité sociale et sociétale et que finalement on avait la capacité de faire de ces textes et de ces applications des leviers. Donc mon propos aujourd'hui, il est vraiment de vous démontrer, et c'est en ce sens que c'est très innovant, c'est de vous démontrer qu'au lieu du champ de contraintes classique, on peut aussi avoir une approche à la fois innovante, motivante, mais qui permettent aux entreprises de se développer. Alors, je vous apprends rien en vous disant que tous les baromètres nous disent aujourd'hui que la question de la RSE est un vecteur fort de confiance et d'attachement. Je pense qu'on peut passer sur cette question, puisque aujourd'hui, on en parlait en 2022 déjà, hein, avec tous les baromètres. Aujourd'hui, il est évident que la prise de conscience, tout à l'heure, Patrick, vous avez parlé de la fresque du climat, des différentes fresques qui existent. Je crois qu'il y a une prise de conscience réelle de la part de l'ensemble des citoyens et une prise de conscience du rôle des entreprises dans ces domaines-là. Donc du coup, face à ce contexte global, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, le marché de l'emploi fait aussi que le paradigme de recrutement et de fidélisation des salariés est également en train de changer. Là aussi, un petit clin d'œil à la fresque de l'emploi qu'on vient de lancer. Et finalement, l'enjeu, ça va aussi être, au-delà de la fierté d'appartenance à une entreprise et du sentiment de responsabilité, ça va être l'attractivité des entreprises vis-à-vis du champ d'action de la RSE. Alors, comme on le disait tout à l'heure, on est vraiment au croisement entre le droit social, le droit de l'environnement et le droit des sociétés, de la compliance. Et, et finalement, ces 40 textes que j'évoquais, au-delà de l'application des textes, on pourrait avoir une vision, je dirais, euh, du gendarme et des obligations légales qu'on est obligé de mettre en place aujourd'hui et qui parfois constituent un certain imbroglio, on y reviendra tout à l'heure, hein, que ce soit les lois européennes ou les lois françaises. Mais au-delà de ça, il existe des textes aujourd'hui qui vont vous permettre d'améliorer soit votre performance, soit la réponse à des appels d'offres, etc., etc., ouvrant ainsi le champ global de la RSE. Alors du coup, on va se poser la question de quoi parle-t-on quand on parle de RSE, puisque c'est vraiment un sujet qu'on n'arrête pas d'évoquer. Euh, Là, la définition qu'on retient, c'est finalement, déjà, c'est l'idée de dire que euh, cette RSE aujourd'hui, c'est la responsabilité sociétale, j'y viendrai dans la définition précisément, mais on en parle par les accords, des accords d'entreprise, on en parle par, certes, une communication accrue, comme je le disais, la volonté d'attractivité, et des axes d'amélioration qui commencent à arriver de manière claire, notamment des salariés qui poussent de plus en plus leurs entreprises à s'engager, une communication qui commence à être
un peu dévoyée par certains. On commence à dire, bon, c'est comme le développement durable, on en parle beaucoup, est-ce qu'on agit réellement? Est-ce qu'on n'est pas dans une certaine forme de greenwashing, de bonne conscience, etc., mais uniquement de la communication? Ou est-ce que tout simplement, on ne sait pas réellement de quoi on parle et il y a des domaines de plus en plus pointus qui apparaissent. Je pense à la taxonomie, par exemple, ou d'autres sujets qui commencent à devenir assez complexes pour les collaborateurs. Alors, la définition, il y a plusieurs définitions. Celle qu'on retient là pour cette intervention, c'est vraiment la norme ISO 26000, hein, donc la responsabilité sociétale et pas uniquement sociale. Donc là, on est sur l'aspect global de l'écosystème de notre société, c'est-à-dire à la fois les aspects environnementaux, mais également les aspects sociaux. Et j'ai envie de rajouter les aspects dynamiques des entreprises avec des écosystèmes qui sont de plus en plus contraints et en même temps qui doivent de plus en plus s'adapter à différents imprévus qui viennent nous percuter. Donc là, le périmètre de ce qu'on évoque aujourd'hui, c'est à la fois la gouvernance des organisations, les droits de l'homme, les relations et les conditions de travail, l'environnement évidemment, la loyauté des pratiques, les questions relatives aux consommateurs et les communautés et le développement local. Et ça, c'est très important parce qu'on entend de plus en plus parler d'une autre notion, au-delà de celle de la responsabilité sociale et sociétale des entreprises, c'est la notion de RTE, responsabilité territoriale des entreprises. Et c'est une notion qui arrive de plus en plus parce que elle va jouer un rôle fondamental dans le développement humain, le développement économique. Alors, quand je parle de gouvernance, de quoi est-ce que je parle? Eh bien, de ce système, de l'organisation des entreprises, mais aussi de leurs interactions avec euh, les différentes parties prenantes, avec toutes les lois sur les obligations de vigilance, les politiques anticorruption, on y reviendra tout à l'heure. Les conditions de travail et les relations entre les individus, les salariés, donc ça c'est tout le champ, je dirais, du droit social, hein, le bien-être au travail, la QVT, les environnements de travail, etc. On y reviendra tout à l'heure avec l'intervention de Marik. Et puis la notion d'environnement avec notamment la manière dont les entreprises vont utiliser de manière efficace et durable les ressources naturelles. Donc l'idée, c'est vraiment cette idée de progression et cette idée d'impact dynamique perpétuel. Alors, pourquoi, qu'est-ce qu'on défend, nous, dans tout cela? Comme je le disais, c'est l'idée aussi de changer le paradigme de la RSE, quelque part, et de démontrer qu'au-delà d'une situation assez difficile, on va dire, que ce soit du climat, que ce soit une situation sociale, politique, économique, etc., nous, on croit vraiment que mettre en place une démarche RSE, c'est développer le capital confiance des salariés. Et dans un contexte, comme je le disais tout à l'heure, où le marché de l'emploi est en train de se contraindre, ça nous semble un enjeu stratégique majeur. La maîtrise des coûts et l'économie des ressources, pour nous, c'est aussi un vrai levier. On veut démontrer que la RSE, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ça ne coûte pas de l'argent. Ça peut permettre aux entreprises d'optimiser leurs ressources. Au-delà de l'attraction et de la fidélisation des clients, mais ça permet tout simplement d'être compétitif sur la réponse aux appels d'offres. Et puis, ça amène une dynamique des salariés, puisqu'on voit aujourd'hui, il est démontré que les salariés sont de plus en plus mobilisés autour de ces questions, quelle que soit leur tranche d'âge, hein, pas uniquement les jeunes. Je dirais qu'aujourd'hui, tous les capteurs sont ouverts sur cette dimension-là. Et enfin, on voit apparaître de plus en plus d'innovations, et notamment dans la manière d'aborder le business, avec cette approche plus systémique et moins pyramidale qui est en train de se développer. Donc j'en resterai là pour laisser le temps à mes collègues et surtout aux échanges qui suivront. Et Karine, j'en profite pour dire, j'ai vu un verbatim de Pauline Abadi
Voilà, je tenais à souligner qu'elle n'est pas familiale, hein. Nous ne travaillons pas en famille chez Delville, enfin pas encore. Voilà, je dis ça un peu sur le ton de la plaisanterie. Alors, je vois que s'affiche la slide sur le RSE, la RSE et le droit des sociétés. Alors, la RSE est également très présente en droit des sociétés. Depuis quelques années, ça tend également à s'accroître, notamment dans tout ce qui est gouvernance, puisque la gouvernance, c'est le pilier de la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, vous savez sans doute que depuis la loi Pacte 2019, on a une obligation pour toutes les sociétés d'être gérée dans son intérêt social en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Donc maintenant, c'est codifié. On a un texte dans le Code civil qui oblige les entreprises à prendre en compte ces considérations dans leur gouvernance et dans la façon dont elles se comportent. Alors, la gouvernance, c'est la manière dont on est administré, hein, donc ça va toucher toutes les règles internes qu'on adopte et qui s'appliquent à toutes les parties prenantes à la vie de l'entreprise, donc les dirigeants, les actionnaires, les salariés, les fournisseurs, les sous-traitants, les clients, les banques. Donc on voit que la gouvernance maintenant, qui participe à la stratégie et à la vision long terme de l'entreprise, doit prendre en compte ces critères RSE. Alors comment, et surtout comment est-ce qu'on peut s'adapter en termes de gouvernance à cette obligation, et comme l'indiquait avant moi Karine, comment, sans être source de contraintes, il est possible d'en faire un facteur de compétitivité, mais aussi un facteur de réduction des risques au sein de l'entreprise. Alors, je ne vais pas développer les aspects de charte éthique, de politique d'achat, je pense que ce sera repris par mes confrères ensuite. Je pense qu'il est important de dire qu'en pratique, les enjeux RSE, on les voit vraiment de plus en plus, y compris dans des domaines dans lesquels on ne s'attend pas forcément en matière de droit des sociétés. Pour vous donner un exemple, moi je fais beaucoup de fusion-acquisition dans mon activité, et c'est vrai qu'on voit les aspects RSE dans les audits. De plus en plus de sociétés, de fonds d'investissement font des audits RSE. C'est demandé par leurs actionnaires ou par les personnes qui contribuent au fonds. Il y a des critères également RSE qui sont pris en compte dans les investissements. On le voit aussi dans l'analyse que fait un acquéreur de la gouvernance en place. Quand maintenant que vous arrivez sur un LBO et que vous voyez que l'équipe de management, ce ne sont que des hommes, que le cercle 1 qui va bénéficier d'actions gratuites ou d'autres mécanismes d'intéressement, ce ne sont que des hommes, maintenant ça pose un problème, un vrai problème aux fonds qui investissent. On voit aussi qu'on peut toucher certaines poches de financement maintenant sur la base de critères RSE pour financer notamment des développements et des transitions écologiques, donc ça a un réel intérêt. Et on voit aussi beaucoup, moi je vois beaucoup des family office ou des groupes familiaux qui diversifient leur activité et qui maintenant ont monté une société spécifique dans laquelle ils mettent des fonds pour faire des diversifications dans des domaines à impact. Donc c'est vraiment présent de différentes manières dans l'entreprise. Alors, on a un certain nombre d'obligations aussi qui s'appliquent, hein, mais ça, les entreprises qui sont concernées en général maîtrisent bien ou assez bien ces sujets. On a une obligation de reporting extra-financier. Donc ça, c'est depuis la loi Pacte de 2019 et ça s'applique principalement aux grandes entreprises et aux sociétés cotées majoritairement. Mais on voit qu'il y a une tendance à ce que de plus en plus d'entreprises soient concernées par ces sujets. Donc, notamment, on a une directive européenne sur le reporting extra-financier, ce qu'on va appeler le reporting de durabilité, qui va venir remplacer l'actuelle déclaration de performance extra-financière et qui va obliger les entreprises d'une certaine taille à communiquer réellement de manière transparente sur ce qu'elles font sur les aspects sociaux, environnementaux, sociétaux et sur leur mode de gouvernance. Donc on voit que la transparence va être de plus en plus accrue et concerner un nombre de plus en plus important d'entreprises. Toujours dans cette même mouvance en fait, hein, qui est de dire c'est en train de se développer et c'est quelque chose qui fonctionne bien. On a aussi une obligation de mise en place de plans de vigilance dans les très grandes entreprises qui doit permettre d'identifier les risques et de prévenir les atteintes envers les droits humains, les libertés, la santé, la sécurité. Mais au-delà de ces obligations qui concernent, c'est vrai, plutôt des grandes entreprises aujourd'hui,
On voit bien qu'il y a une tendance avec des projets de directives européennes à ce que ça vienne toucher de plus en plus de sociétés, y compris non cotées et y compris en dessous de 500 salariés. Donc, au-delà de cette obligation, aujourd'hui, il y a un véritable intérêt pour les entreprises, hein, même si elles ne rentrent pas dans tous ces critères, et même au-delà des aspects de communication que rappelait Karine, d'augmenter leurs standards. Parce que quand vous mettez en place la RSE au sein de votre entreprise, bah, c'est un intérêt non seulement pour vous, mais aussi parce que ça va vous permettre de répondre à des appels d'offres. Il y a toujours des critères RSE maintenant dans les appels d'offres. Ça vous permet aussi de travailler avec certaines co-contractants qui, eux, ont des chartes RSE, qui va favoriser le fait qu'ils vont travailler avec des personnes qui remplissent certains critères. Donc, on voit que c'est vraiment de plus en plus présent dans ce domaine qu'est le droit des sociétés. Alors, on a également, pour les sociétés qui, sur une base de volontariat, veulent aller plus loin, vous avez certainement tous entendu parler de la raison d'être. Aujourd'hui, toute société peut choisir, hein, sur une base totalement volontaire, de se doter d'une raison d'être, qui permet d'assurer des moyens et un engagement moral de réalisation de ces objectifs. Vous voyez, c'est typiquement, pour vous donner quelques exemples, on retrouvera chez Carrefour, hein, être le leader de la transition alimentaire pour tous, ou à la SNCF, agir pour une société en mouvement solidaire et durable. Donc c'est vraiment le fait d'inscrire dans ces statuts en général, mais ce n'est pas une obligation, ce qui détermine l'identité de l'entreprise et quelle est sa mission et sa contribution aux enjeux de RSE. Donc c'est vrai qu'une fois que c'est dans vos statuts ou dans vos documents sociétaux, bah, ça vous oblige à le respecter et ça montre aussi que vous avez envie de d'aller vers ce mouvement. Alors, il y a des sociétés qui vont plus loin, hein, qui vont aller jusqu'à adopter le statut de société à mission. On a environ un peu plus de 1000 entreprises aujourd'hui qui ont adopté ce statut. Alors là, c'est vraiment, vous faites publiquement état de votre qualité de société à mission. C'est sur le CABIS et ce sont des engagements forts puisque non seulement vous avez adopté une raison d'être, mais en plus, vous matérialisez les moyens dont vous vous dotez pour atteindre les objectifs que vous vous fixez. Donc, ça suppose de fixer des objectifs, ça suppose de les suivre. Il y a un comité de mission, vous êtes contrôlé par un organisme tiers indépendant. Donc, on voit que c'est vraiment un cran bien au-dessus de la raison d'être. Pour vous citer quelques exemples, Yves Rocher, Aigle, le Slip français, voilà, ce sont des sociétés qui sont devenues des sociétés à mission. Alors, c'est un label, c'est attractif vis-à-vis des clients, des investisseurs, mais il y a aussi des obligations, hein. Et si vous ne les respectez pas, vous pouvez faire l'objet d'une procédure de retrait de cette mention sur votre CABIS. Donc voilà les quelques aspects sur lesquels je voulais un petit peu insister pour montrer que la RSE elle touche vraiment des domaines très variés finalement du droit des sociétés et ce sont des aspects qui sont vraiment présents au quotidien. Merci Audrey, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je prends le relais sur la RSE et le droit de l'environnement. Moi, je suis avocat spécialisé en droit de l'environnement et l'enjeu de l'intervention de ce matin, qui va être aussi concise et percutante que possible dans le délai qui est le nôtre, c'est de vous présenter les grandes lignes, les grandes interactions entre la RSE qui vient d'être présentée par Karine et Audrey et le droit de l'environnement. Avec un premier mouvement qui découle finalement de ce qui vient d'être rappelé par Audrey, qui est un mouvement qui est récent, qui attire l'attention médiatique, qu'on connaît plutôt en suivant les journaux, c'est la manière dont le droit des sociétés et dont le droit des sociétés tout simplement a absorbé le droit de l'environnement avec les obligations de reporting extra-financier et de devoir de vigilance qui ont été brièvement abordées par Audrey. Ce qui se passe, et Patrick Abadie le rappelait en introduction, c'est qu'avec le réchauffement climatique qui s'accélère, la prise en compte de ce changement climatique, donc les enjeux d'émissions carbone et la crise environnementale au sens large, avec des enjeux qui vont au-delà des émissions carbone, je pense notamment à la préservation de la biodiversité, on conduit les pouvoirs publics à prendre le véhicule de la RSE, et notamment de la RSE en termes de droit des sociétés, pour inciter les entreprises à être de plus en plus vertueuses sous l'angle du droit de l'environnement.
Et donc, on a ces deux outils, c'est la slide qu'on a sous les yeux, le reporting extra-financier et le devoir de vigilance, qui sont des outils récents qui s'appliquent vraiment aux grandes entreprises, Audrey l'a rappelé, et qui impliquent une présentation, une communication sur ce que font les entreprises en matière de politique générale environnementale. Ça, c'est pour le reporting extra-financier, avec ce que font les entreprises pour gérer les pollutions qu'elles sont susceptibles de générer, que font les entreprises en matière d'économie circulaire, économie de déchets et recyclage, valorisation des déchets, que font les entreprises en matière de lutte contre le changement climatique et de protection de la biodiversité. Donc c'est vraiment une infusion du droit de l'environnement dans le droit des sociétés via la RSE, avec un reporting extra-financier qui doit montrer ce que fait l'entreprise en matière de protection de l'environnement. Et le devoir de vigilance, c'est un point particulier parce que là aussi, ça s'applique aux grands groupes, mais on va un cran plus loin que le reporting extra-financier, c'est-à-dire que le devoir de vigilance, et les textes sont rédigés de manière un petit peu plus ferme que ceux relatifs au reporting extra-financier, avec une obligation d'établir et de mettre en œuvre de manière effective un plan de vigilance qui expose des mesures raisonnables que mettent en œuvre les entreprises pour maîtriser leurs impacts environnementaux avec, et c'est la grande différence entre les deux mécanismes de reporting extra-financier et de devoir de vigilance, un texte du Code de commerce qui pointe explicitement la responsabilité des entreprises qui est susceptible d'être engagée à raison des manquements aux obligations fixées par le plan de vigilance. Si on passe à la slide suivante, c'est le pendant un petit peu de cette stratégie, c'est-à-dire que la manière dont le droit de l'environnement a infusé dans les sociétés via le reporting extra-financier et via le devoir de vigilance, finalement, c'est un mouvement d'affichage, c'est un mouvement de faire savoir. On dit ce qu'on fait en matière de protection de l'environnement, mais quelque part, c'est un mouvement qui a ses limites juridiques, et des limites juridiques qui ont été illustrées récemment dans une affaire dont vous avez certainement entendu parler parce qu'elle a défrayé la chronique. Encore une fois, on est dans un premier temps de la démarche RSE environnementale qui est très médiatique. C'est le contentieux entre plusieurs associations, les Amis de la Terre, Notre Affaire à tous et Total Energy sur justement la mise en œuvre du plan de vigilance qu'on vient d'évoquer, avec des associations qui reprochent à la société Total Energy une insuffisance du plan de vigilance en matière environnementale, et au travers des critiques qui sont articulées contre le plan de vigilance de Total Energy, on a des critiques qui sont articulées à l'encontre de projets, notamment en Afrique, en Ouganda et en Tanzanie. Donc, ce plan de vigilance est utilisé comme un outil de critique des politiques environnementales des grandes sociétés. Et là où je dis que ce premier temps de la prise en compte environnementale dans la RSE est limité, c'est qu'on a de premières décisions du tribunal judiciaire de Paris qui sont tombées cette année, là, en février, en juillet 2023, qui montrent toutes les limites de l'exercice du devoir de vigilance et du reporting extra-financier. Avec, pour ce qui concerne le devoir de vigilance, alors je vous passe les finesses juridiques. En gros, les actions des associations ont été déclarées irrecevables par les juges. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans l'ordonnance de référé de février 2023, le juge a particulièrement motivé sa décision en faisant une appréciation sur ce qu'est le devoir de vigilance. Et c'est l'extrait qui est en bas de la slide que vous avez sous les yeux. Le juge nous dit cette législation nouvelle assigne des buts monumentaux de protection des droits humains et de l'environnement à certaines catégories d'entreprises, aux plus grandes entreprises. Mais ceci dit, elle précise à minima les moyens qui doivent être mis en œuvre pour les atteindre. Donc là, on touche vraiment à la limite de la démarche de faire savoir ce que font les entreprises en matière environnementale, avec une obligation de vigilance et d'affichage qui est effectivement monumentale, mais derrière des moyens qui sont des moyens notamment de sanctions, et des moyens de mise en œuvre des éléments affichés en matière environnementale qui sont très faibles. Ça fait la transition avec le deuxième volet des interactions entre le droit de l'environnement et la RSE. Au-delà de cette démarche médiatique de faire savoir, ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que en matière environnementale, beaucoup d'entreprises, y compris toutes les entreprises qui ne sont pas concernées par les obligations de reporting extra-financier et de devoir de vigilance, font de la RSE sans le savoir. Comment elles font de la RSE sans le savoir? Tout simplement en respectant le droit de l'environnement tel qu'il est. Le droit de l'environnement et les obligations principales tirées du Code de l'environnement pour ce qui concerne les installations classées pour la protection de l'environnement, la police de l'eau, les espèces protégées, la police des déchets,
tous ces champs tous ces champs d'obligation ne sont pas des champs d'obligation nouveaux. On a des textes, une première prise de conscience environnementale dans les textes qui datent des années 1970. Je pense notamment aux déchets, aux espèces protégées. La police de l'eau, c'est 92, la police de l'eau, c'est 1976, et on peut remonter encore plus loin, 1917, voire 1910. Donc on a un droit de l'environnement qui n'est pas nouveau, qui est pour le coup un droit constitué de police administrative avec des obligations très claires qui s'appliquent à toutes les entreprises et qui sont sanctionnées par des autorités de police. On a ce droit de l'environnement qui est un droit déjà ancien, mais qui évolue très vite dans le sens d'une sévérisation des obligations. Alors, je vous ai mis un petit inventaire à l'après-vert de la sévérisation de la police des déchets notamment, donc la manière dont les entreprises gèrent les déchets qu'ils génèrent, avec une sévérisation à la fois des mesures de traçabilité des déchets et des sanctions qui sont associées, par deux lois récentes, la loi AGEC, la loi relative à l'économie circulaire de février 2020, et la loi climat résilience dont vous avez entendu parler, août 2021, avec donc d'un côté un renforcement des outils de traçabilité des déchets qui sont générés, et de l'autre côté un renforcement de l'arsenal de sanctions que peuvent mobiliser les autorités administratives et pénales pour précisément sanctionner les infractions à la police des déchets. Donc, au-delà de ce que les grandes entreprises peuvent faire savoir via le reporting extra-financier et le devoir de vigilance, on a un corpus de droit de l'environnement ferme avec des polices administratives qui est très complet. Et c'est la fin de mon message et la slide suivante. Ce droit de l'environnement-là, une fois qu'on le respecte, l'idée pour réconcilier ou pour bien faire infuser le droit de l'environnement dans la RSE, c'est simplement de valoriser le respect des normes environnementales. Mais ça a été rappelé par Karine en introduction, afin de créer une émulation autour d'un projet vertueux en interne et afin en externe de valoriser une offre vertueuse de l'entreprise sur le marché. Et je terminerai mon intervention en disant que aller au-delà du respect des normes, donc aller au-delà du code de l'environnement tel que je viens de l'évoquer, est effectivement intéressant pour donner un avantage compétitif à l'entreprise, avec une perspective et une limite, une perspective en matière de commande publique, donc les marchés publics et les contrats de concession. On a une réforme récente qui fait qu'en août 2026, toutes les procédures de passation des contrats de la commande publique, donc marché public et concession, devront inclure impérativement un critère de sélection des offres relatives aux caractéristiques environnementales de l'offre. C'est-à-dire que la commande publique est construite autour d'un critère majeur aujourd'hui, qui est le prix, avec l'offre la plus avantageuse en termes de prix. En août 2026, le prix ne pourra plus être le seul critère. Il faudra impérativement démontrer que, à la fois en termes de prix et à la fois en termes environnementaux, l'offre sera la plus compétitive pour être retenue. Une limite à cet exercice, c'est la limite du greenwashing avec la loi climat résilience de 2021, qui est précisée par un décret de 2022 qui vient sanctionner les pratiques qui seraient abusives des entreprises, pratiques abusives qui consisteraient à dire qu'un produit ou un service est neutre en carbone. Alors, je ne me prononce pas sur le point de savoir s'il est possible de dire ou non techniquement qu'un produit est neutre en carbone. Mais en tout cas, ce que dit le droit, c'est qu'il est interdit de l'affirmer dans une publicité sans pouvoir le démontrer. Donc, on a, pour se résumer, un droit de l'environnement qui a infusé médiatiquement dans la RSE via le droit des sociétés. Ce mouvement-là a des limites. La vraie RSE environnementale, c'est deux étages de la fusée. Un, je respecte le code de l'environnement, et deux, je le fais savoir dans les conditions et limites qui sont prévues par les textes. Merci beaucoup pour votre attention. Oui, bonjour. Donc, Marie Granier, je suis avocate en droit du travail. Donc là, je vais vous parler rapidement de la notion de RSE et de compliance. Et puis ensuite, on passera au droit du travail. Donc, bon, ce qu'on fait généralement quand on fait l'audit d'une société sur ces aspects RSE, effectivement, on vérifie ce qui concerne le RGPD, qui effectivement est devenu très important dans les entreprises. Si on ne respecte pas les règles relatives au RGPD, et là, donc la protection des données, on a des sanctions. Et puis, je peux vous dire qu'en droit du travail aujourd'hui, l'accès aux données, notamment post-licenciement par les salariés, est souvent exploité, moins qu'en Allemagne où c'est devenu véritablement un sport national de réclamer ces données dans le cadre des contentieux sociaux. C'est en train d'arriver en France. Donc,
être impeccable sur la protection des données personnelles, c'est un des aspects importants de la compliance pour une entreprise. La CNIL, à cet égard, a prévu une série d'outils dits de droit souple. Donc, je vous conseille de regarder tout ce que la CNIL publie sur son site, extrêmement intéressant concernant le RGPD. Donc, premier point de vigilance quand on audite une société, c'est qu'en est-il du respect de la protection des données personnelles des salariés. Second point, quelle politique d'achat pour l'entreprise? C'est intéressant de voir qu'on a eu des textes de la Commission européenne là, sur les standards européens environnementaux et de santé sur les produits agricoles et alimentaires importés, avec l'idée, ça présage quand même d'une réforme européenne sur les sujets, l'idée que là, on va désormais, à l'échelle européenne, interdire l'importation de denrées euh, extérieures qui seraient produites avec des substances ou des pratiques interdites dans l'Union européenne. L'idée étant de protéger l'environnement, tout en garantissant aux agriculteurs des conditions de concurrence. Donc voilà, je focus sur 2 points. Quelle politique d'achat responsable pour l'entreprise et quid du respect du RGPD. Voilà. Alors, concernant le social, je vais m'étendre un peu plus longuement parce que en réalité, la RSE, donc là, tu peux passer la slide parce que c'est tout le rappel des lois qui concernent le sujet. Ce qui est important à comprendre, c'est que la RSE, au fond, c'est créé par les salariés et les élus. Donc le rôle essentiel des salariés dans l'entreprise, c'est effectivement de participer à la création de cette RSE parce que n'oublions pas que c'est de la soft law. Alors, effectivement, il y a 40 sources de droit qu'on a pu recenser avec des textes contraignants, des sanctions, bien sûr, et c'est ça qu'on audite principalement quand on fait un audit RSE, on regarde si l'employeur a respecté tous ces textes et s'il y a des risques de, de, de sanctions pour lui. Mais il ne faut pas oublier que la RSE, elle est différente dans chacune des entreprises et ce sont les salariés, les élus et les syndicats avec l'employeur qui l'a créé. Parce que s'il n'y a pas un projet RSE auquel adhèrent les salariés, en réalité, il ne va rien se passer, quoi. Donc, c'est absolument fondamental de travailler sa RSE, et c'est là où intervient Global System et Carrie Delière, en rapport avec la stratégie de l'entreprise. Parce qu'évidemment, comme vous le voyez, il y a tellement d'éléments, que ce soit compliance, droit des sociétés, environnement, social, on ne peut pas tout faire en même temps. Il faut se fixer des priorités et chaque entreprise parviendra avec ses salariés à les fixer je dirais, les plus intelligemment possible. Et on voit bien, et ça c'est vraiment démontré, aujourd'hui dans les entreprises, on sait qu'il y a souvent des problématiques de recrutement, de turnover, de fidélité, de compréhension du projet de l'entreprise et faire adhérer les salariés à un projet commun RSE, c'est démontrer, c'est s'assurer une forme de fidélité et de motivation renforcée et à la fin des fins, naturellement un enthousiasme et une productivité bien plus importante. Alors, le législateur, on en a parlé avec l'environnement, hein, s'est emparé de ce sujet en social, slide d'avant, pardon, avec la loi climat et résilience hein, du 22 août 21 qu'on a abordé tout à l'heure, qui a ajouté comme terme de consultations récurrentes obligatoires dans toutes les entreprises de plus de 50 salariés. Vous savez qu'il y a le social, il y a la stratégie et il y a l'économique, et ben, il y a aussi les conséquences environnementales de l'activité de l'entreprise. Donc ça, c'est un point de consultation obligatoire. Et puis, dès qu'il y a un événement, un projet qui va toucher à la structure des effectifs, à la modification de l'organisation économique, à la formation, etc., à chaque fois, on va regarder s'il y a des conséquences environnementales sur l'activité de l'entreprise. Je prends un exemple très simple. Vous avez un déménagement d'une entreprise.
un point de consultation obligatoire du CSE. On va présenter une note économique expliquant le pourquoi du comment de ce déménagement et on va absolument, désormais, c'est obligatoire, c'est un point de, je dirais, essentiel à la validité de la consultation. On va vérifier quels sont les impacts environnementaux de ce déménagement. Alors, justement, on essaye d'aller vers des lieux moins polluants, moins consommateurs d'énergie. On va essayer de faire en sorte que le déménagement ne soit pas pollueur d'une manière ou d'une autre. On va essayer de rentabiliser, etc. Donc, on explique tout ça, toutes les conséquences. Et puis aussi, évidemment, ça va avoir un impact sur les transports des salariés. On va essayer de faciliter les transports, idéalement doux. Donc, vous voyez bien que ça, c'est devenu effectivement très important. Je prends l'exemple aussi, par exemple, d'un plan social. Une fermeture d'entreprise, quid de ses impacts sur l'environnement, quid de la dépollution, quid de ce que ça va créer, comme disait tout à l'heure Karine, sur le réseau territorial, sur l'emploi en local. Donc, on va travailler toutes ces conséquences d'un projet structurant de l'entreprise sur l'environnement, ce qui n'était évidemment pas du tout le cas auparavant. Donc la loi climat et résilience a vraiment créé des obligations de consultation tout à fait nouvelles. Et là-dessus, la formation des membres du CSE est naturellement essentielle, puisqu'on ne se déclare pas spécialiste des conséquences environnementales en minutes, et donc ont été prévues des obligations de formation des membres du CSE et évidemment de co-formation, comme c'est possible aujourd'hui avec l'employeur. Donc, voilà, donc l'émergence des idées venant également des syndicats et du CSE, on voit ça apparaît. Alors, on a aussi un grand champ de la RSE en droit du travail, c'est la formation. C'est un des points qu'on regarde, nous, quand on est petite PME, c'est est-ce qu'on est bon sur la formation. Et là, d'ailleurs, on s'aperçoit que souvent, les PME font de la RSE sans le savoir, et notamment avec des choix de formation extrêmement pertinents. On a la problématique de l'égalité professionnelle, très important, avec, vous savez aujourd'hui, sur l'index égalité hommes-femmes, les sanctions, 1% de la masse salariale. Hein, donc, c'est vraiment devenu essentiel cette question de l'égalité de traitement, notamment au niveau des salaires. Et puis, on voit, alors c'est là, la loi sur le partage de la valeur actuellement devant le Sénat, et repasse ça devant l'Assemblée nationale, mais on a une dimension aussi verte avec la nécessité de mettre en place de plus en plus d'accords d'intéressement, si possible, avec une formule verte. Hein, parce que moi, j'ai mis en place, là, avant le mois de juin, dans une entreprise, un accord d'intéressement. Et effectivement, le taux de déchets était vu comme un point très important dans l'usine, avec une diminution des taux de déchets récompensés par l'accord intéressant. Voilà, donc des sujets qui sont... et puis la rémunération aussi, qui peut se trouver impactée. On voit de plus en plus des formules de rémunération pour les salariés qui prennent en compte effectivement au niveau commercial la dimension environnementale. Voilà, donc ça c'est des points, partage de la valeur, rémunération, égalité homme-femme, les sujets de déconnexion aussi, de qualité de vie, hein, de qualité de vie au travail, capacité aussi à éviter les transports et à favoriser le travail qui, a priori, semble plus respectueux de l'environnement. Donc voilà des sujets qu'on aborde sous l'angle vert, hein, de plus en plus avec les autres. Donc, je vais faire un petit focus sur le forfait mobilité. Là encore, hein, un effort des législateurs de faire avancer les entreprises avec des aides financières assez significatives. Donc, depuis la loi du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, donc le Code du travail encourage la prise en charge du transport moins polluant. Pardon, Marie,
Marik, excuse-moi, beaucoup m'indiquent qu'ils ont beaucoup de mal à t'entendre, en fait. Ah, Il faudrait vraiment que tu te rapproches de ton micro. est-ce que c'est mieux? Désolée de t'avoir interrompu. Ouais, pardon. J'espère que c'est mieux. Donc voilà, avec Ouais. des incitations des salariés à court terme et la prise en charge des frais exposés pour les véhicules électriques ou hybrides ou les véhicules hydrogène. On a eu pas mal d'accords, vous pouvez tourner le slide. On a eu pas mal d'accords sur la question justement des forfaits mobilité durable avec effectivement un encouragement pour les salariés à utiliser le vélo classique ou électrique avec le covoiturage, la mise en location comme les libres et les trottinettes. Bref, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, on a, en tout cas sur ces aspects, mobilité durable, de plus en plus d'entreprises qui ont des accords innovants et notamment avec des exonérations, vous pouvez tourner le slide, des exonérations fiscales et sociales très significatives. On peut déduire jusqu'à 800 euros. Voilà. Donc, c'était la slide suivante. Voilà. Exonération, ouais, 500 et 600 euros. Voilà. Donc, merci pour votre attention sur les aspects sociaux. Je crois que là, on a une partie qui va Oui, être consacrée aux questions. oui, tout à fait. Voilà. Tout à fait. Merci Marik. Nous allons passer à la partie questions-réponses. Et là, je laisse la main à Nathalie Lautour, qui est notre responsable marketing, qui a fait un travail de synthèse pour regrouper les questions. Bonjour à tous, merci d'avoir été si nombreux à nous suivre. Alors effectivement, il y a de nombreuses questions et évidemment, on ne pourra pas répondre à toutes. Ah, on n'entend pas là. Delphine, il faut que tu remettes ton micro. Oui, oui. Pardon. Je disais que donc il y avait beaucoup de questions, qu'on ne pourra pas répondre à toutes les questions et on s'en excuse par avance. J'ai fait une sélection de celles qui me paraissaient les plus pertinentes au regard de l'intervention. La première étant, avez-vous connaissance des critères retenus par les banques en termes de RSE pour octroyer leurs prêts dans les 5 prochaines années? Et si oui, quels sont-ils? Alors, c'est une bonne question. Alors, il n'y a pas de critères type. Chaque banque a ses propres critères et vous avez différentes effectivement catégories d'aides en fait qui peuvent être octroyées par les banques. Vous avez notamment des prêts. L'imagination, si vous voulez, est totale dans le domaine, hein. Vous avez des prêts qui peuvent indexer certains taux sur des objectifs qui sont fixés par avance et qui ne sont pas remplis. Donc le taux varie, on voit un petit peu de tout. On voit aussi, surtout, moi, ce qu'on voit le plus fréquemment, hein, pour être clair, c'est que dans des opérations notamment d'acquisition, il y a une poche spécifique qui soit accordée en lien avec certains objectifs RSE. On le voit notamment à la BPI. Voilà, donc les critères, j'ai envie de dire, sont assez variés. Les banques ont des présentations d'ailleurs en général sur le sujet, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je pense, qui communiquent pas mal sur ces sujets-là. Merci beaucoup, Audrey. Autre question, dans une chaîne d'approvisionnement, si un maillon ne respecte pas les critères RSE, qui est responsable? Ce maillon en particulier ou les autres qui l'ont choisi? Alors, vaste question également, mais très bonne question aussi. Je laisserai mes consoeurs compléter, mais il faut voir la RSE comme une cascade. Et si vous avez une grande entreprise qui a des sous-traitants qui ne respectent pas les obligations applicables en matière environnementale, notamment, forcément, ça va impliquer qu'on ne pourra pas raconter n'importe quoi dans la déclaration de performance extra-financière et que les obligations en matière de vigilance vont devoir être revues puisque l'entreprise, la société mère va devoir être plus vigilante sur ce que fait ses sous-traitants. Donc, si on regarde les choses de cette manière,
sous l'angle de la RSE et des déclarations de performance extra-financière et des devoirs de vigilance, ce que fait le sous-traitant a mécaniquement un impact sur ce que peut dire ou pas la société mère, et c'est même tout l'objet du dispositif, c'est de dire une société mère, un grand groupe, il doit se soucier de ce qu'il fait, mais aussi de ce que font les entreprises qui travaillent pour lui. Et une fois qu'on sort du champ de ces déclarations extra-financières et qu'on arrive vraiment dans l'application des polices administratives, en tout cas pour ce qui me concerne les polices de l'environnement, si une entreprise, un sous-traitant méconnaît ses obligations, c'est sa responsabilité à elle qui est en principe recherchée avec domaine du droit par domaine du droit, évidemment des exceptions. Typiquement en matière de déchets, si vous êtes un maître d'ouvrage et que vous confiez à quelqu'un la gestion des déchets de votre chantier, vous restez responsable de la gestion de ces déchets. Donc vraiment attention à veiller sous ces deux angles au respect des règles sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Merci beaucoup, Anthony. Autre question, quelle autorité est capable de sanctionner le non-respect des engagements RSE afin de lutter contre le greenwashing? C'est tout l'enjeu du contentieux que j'évoquais rapidement tout à l'heure sur le plan de vigilance. En fait, la problématique, et c'est vraiment la limite que je cherchais à illustrer sur le premier mouvement, c'est une limite qui tend à dire on a fixé aux entreprises des obligations avec des buts monumentaux, ce que nous dit le tribunal judiciaire de Paris, notamment au titre du plan de vigilance, mais avec des moyens et un mécanisme de sanction finalement qui est inexistant. Les sanctions, c'est les sanctions qui sont prévues par le Code de l'environnement pour le coup, mais elles n'attrapent pas, à ce jour, elles n'attrapent pas ce que peut faire le groupe Total Énergie à l'étranger. Et c'est bien la raison pour laquelle les associations utilisent notamment le plan de vigilance pour aller rechercher la responsabilité de grands groupes, mais on voit bien que juridiquement, il y a quelque chose qui résiste parce que le plan de vigilance et les déclarations de performance extra-financière sont des mécanismes très ambitieux, mais qui sont dépourvus de dispositifs de sanctions très efficaces aujourd'hui. D'accord, merci Anthony. Autre question, on nous demande si à titre d'information, des dispositions analogues à celles visant les entreprises sont applicables aux administrations publiques. Même cause, mêmes effets. Alors, les dispositions de devoir de vigilance et de reporting extra-financier ne sont pas applicables aux administrations publiques. En revanche, encore une fois, pour ce qui me concerne, le Code de l'environnement, il doit être respecté à la fois par les personnes privées, mais aussi par les personnes publiques. Je reprends mon exemple de la gestion des déchets. Quand un maître d'ouvrage public diligente un chantier, il est responsable de ses déchets au même titre qu'un maître d'ouvrage privé. Donc, les obligations de déclaration de performance, c'est pas les mêmes, même si les collectivités publiques ont un intérêt bien compris à afficher, et c'est un intérêt quasiment politique, à afficher des pratiques vertueuses en matière de préservation de l'environnement. Mais pour ce qui concerne le respect des dispositions du Code de l'environnement, les personnes publiques sont naturellement assujetties à des obligations analogues, sinon identiques, à celles qui s'appliquent aux personnes privées. Merci beaucoup. Autre question, beaucoup d'entreprises affichent leurs objectifs en neutralité carbone d'ici 15, 20 ou 30 ans. Mis à part l'aspect marketing évident, y a-t-il dans le futur des obligations pour les entreprises? Comment s'assurer que cet objectif soit réaliste et mesurable? Et y a-t-il des sanctions prévues s'il y a un non-respect des objectifs? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas de sanctions prévues. C'est vraiment, et encore, je profite de mes réponses à ces questions pour insister sur le message qui est de dire que ce premier volet, finalement, c'est un volet de communication. Il n'y a pas de sanctions qui seraient encourues en cas de absence de mise en œuvre de la neutralité carbone à horizon 2050. La sanction qui est prévue par le texte aujourd'hui, c'est de dire mon produit ou mon service est neutre en carbone, alors que je n'ai aucun élément pour le démontrer. Ça, c'est la première sanction et c'est la sanction qui existe juridiquement. Derrière, la sanction, elle est collective et elle nous intéresse toutes et tous. C'est-à-dire que, est-ce que oui ou non, un produit ou un service peut aujourd'hui être neutre en carbone? La possibilité même qu'une activité ou qu'un service soit neutre en carbone, elle est remise en cause techniquement.
Mais c'est une problématique, pour le coup, qui est absorbée par la société, puisque si on se dit qu'un produit ne peut être neutre en carbone, on subira tous les conséquences à horizon 2050. Mais juridiquement, ce qui peut aujourd'hui être sanctionné, c'est une affirmation mensongère, finalement une publicité mensongère. Et c'est ce qu'a changé la loi climat résilience de 2021. De la même manière, peut-être sur les aspects qui sont véritablement liés à tout ce qui est obligation de transparence dans le cadre des rapports qui doivent être publiés, notamment dans la déclaration de performance extra-financière. Les sanctions sont globalement aujourd'hui surtout des injonctions de faire et des signalements qui peuvent être faits par le commissaire aux comptes. Il n'y a pas de cause de nullité en tant que telle. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous propose une dernière question et ensuite on pourra conclure ce webinaire. La question étant, quel impact de la législation RSE en France sur la compétitivité de certaines industries, le caractère vertueux de la démarche n'induit-elle pas la désindustrialisation, la délocalisation dans notre pays? Quel avenir en France pour des activités dites polluantes, la chimie par exemple, et les contraintes ne sont-elles pas les mêmes hors d'Europe? Et quel impact on peut envisager de la RSE en termes de compétitivité pour les entreprises industrielles? Vaste question. Je vais tâcher d'y apporter une brique de réponse sans vider le débat. Je pense que les obligations environnementales, et c'est ce que j'essayais de rappeler encore une fois dans mon intervention, ne sont pas nouvelles. Elles ne sont pas nouvelles. En revanche, effectivement, elles font l'objet d'une attention à la fois des autorités de sanction et des juges plus grande qu'auparavant. Donc, de deux choses l'une, on peut se dire soit c'est un boulet pour la compétitivité des entreprises, soit c'est une chance. Moi, ce que j'observe dans ma pratique, c'est que ça pousse les entreprises à travailler différemment, mais ça pousse pas les entreprises à travailler moins. C'est-à-dire que ça pousse les entreprises à changer la nature de leur projet. Je pense notamment au monde de la promotion immobilière, avec la nécessité notamment de préserver les espèces protégées sur certains projets. Et ça incite tout simplement les acteurs, les opérateurs économiques à ajuster leurs projets pour mieux tenir compte de la préservation de l'environnement. Et c'est vraiment tout l'intérêt de notre accompagnement, nous ici au cabinet, au quotidien. Derrière, est-ce que ça fragilise la compétitivité? Je pense que des questions se posent, mais les réformes récentes montrent que des réponses existent, avec notamment la pratique de la mise à disposition de sites industriels clés en main pour les industries. La question mentionnée, sauf erreur, les industries chimiques. La politique de la France est de dire il y a de la réglementation environnementale ferme qui s'applique, mais néanmoins sur des sites qui ont d'ores et déjà été industrialisés, et tout en respectant le code de l'environnement, on réserve plusieurs dizaines de sites clés en main qui peuvent accueillir des activités industrielles. Donc, si je me résume, je suis pas sûr que la RSE, le respect du droit de l'environnement, atteigne la compétitivité des entreprises. Je suis même pratiquement persuadé du contraire. Merci Anthony. Alors, le mot de la fin avec Karine. Voilà, il nous reste 2 minutes. Alors, en 2 minutes, ce que je voudrais vous dire, c'est que, vu les questions que j'ai entendues, c'est que si on parle du socle réglementaire légal de la RSE, on voit bien qu'aujourd'hui, on a 3 niveaux. Un socle obligatoire pour sécuriser les activités et pérenniser les actions des entreprises. Un second socle qui est plutôt une approche en écosystème du corpus réglementaire, qui peut être un réel levier de performance. Et un troisième niveau qui est plutôt une approche stratégique du développement et de l'innovation. Et on l'a vu avec les questions que vous posiez, on est vraiment au carrefour d'un changement de paradigme, de plusieurs changements de paradigme. Le premier, on le voit avec l'exemple de la taxonomie et des financeurs. Jusqu'à présent, les financeurs, si je caricature, voulaient gagner beaucoup. Aujourd'hui, ils veulent gagner sécurisé, c'est-à-dire plus longtemps. Donc, ça change le prisme. Et sur la question, par exemple, du devoir de vigilance, le prisme, jusqu'à présent, c'était de justifier des actions et des éventuelles atteintes aux droits internationaux. Aujourd'hui, il faut justifier de ce que les entreprises mettent en place pour que cela n'arrive pas. Donc, vous voyez qu'on est dans un carrefour idéologique qui est en train d'évoluer. Et je dirais que
dans tout cela, aujourd'hui, ce qui est en train de ressortir de manière très évidente, c'est la nécessité de mettre en place des mesures d'impact. Et on le voit avec les évolutions réglementaires qui se préparent et législatives, que mesurer l'impact des entreprises, c'est aussi une manière d'aborder la RSE de manière spécifique en fonction de l'identité que vous avez dans chacune de ces entreprises. Voilà. Merci Karine, merci infiniment à nos intervenants, merci à tous, à vous tous qui nous avez suivis et je vous invite à continuer à nous suivre sur LinkedIn pour être informés de nos actualités, de nos conférences, de nos prochaines Delville Academy. Merci à tous et passez une très très belle journée. Merci à tous, merci Delphine. Très belle journée à vous tous. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci.